Bienvenue à tous, bienvenue à la nouvelle conférence Vano Gestion Privée. Là sur un thème en particulier, c'est rendez votre patrimoine immobilier liquide grâce à la nue propriété. Donc pourquoi on a choisi ce thème? C'est qu'aujourd'hui, la vente en nue propriété et d'ailleurs la nue propriété de manière générale est assez méconnue, ou alors on connaît des bribes sur certains aspects de l'investissement, ou en tout cas du démembrement, mais du coup on tenait vraiment à vous donner le maximum d'explications sur ce sujet bien précis. Alors, dans Alors pour cette conférence, on va avoir en co-animateur Vincent Coumans, conseiller financier chez Vano Gestion Privée, donc que vous pourrez contacter. D'ailleurs, suite à cette conférence, vous pourrez directement prendre rendez-vous avec lui, ainsi que Vincent Ilouz, qui est le nouveau directeur de la nue propriété chez Vano, qui a intégré en fait la structure Vano sur cette branche, et c'est vraiment cette branche dédiée. Et du coup, il va vous expliquer les tenants et les aboutissants sur cette partie-là, et moi-même, conseiller financier chez Vano Gestion Privée. Donc, pour vous présenter, avant qu'on commence cette conférence, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais vous présenter le groupe Pelège, qui est dirigé par Michel Pelège. Donc, aujourd'hui, ce groupe, vous connaissez sûrement Vano, mais du coup, il y a vraiment une multitude de structures. Par exemple, on a de la gestion locative, on va avoir du courtage, on a également un fonds de private equity immobilier, et autour de tout ça, on gravite Vano Gestion Privée, on va pouvoir avoir des synergies entre ces différents pôles, et d'où l'idée d'ailleurs de faire ces différents webinaires. Donc, je vais vous présenter rapidement Vano Gestion Privée. Aujourd'hui, nous, on est un cabinet de gestion de patrimoine avec une trentaine d'années d'existence. Aujourd'hui, concernant notre clientèle, on a un peu plus de 1000 clients pour un encours avoisinant les 150 millions d'euros. Et donc, on va pouvoir vous proposer une large gamme de produits disponibles, à savoir tous les contrats existants en France. Et au sein de ces contrats, on va pouvoir avoir une offre qui est extrêmement diversifiée du fait qu'on travaille avec toutes les sociétés de gestion, tous les assureurs. Donc, on a vraiment une multitude de produits, et que ce soit en private equity, que ce soit en produits structurés, en fonds d'investissement. On pourra vraiment tout vous proposer, avoir une stratégie, pardon, très adaptée à votre bilan patrimonial, ce qu'on fera bien évidemment en amont avant de vous proposer des solutions. Donc, Excuse-moi Antoine, je te coupe, je- mais le PowerPoint fonctionne pas bien. Peut-être d'accord, je vais partager moi-même la présentation. d'accord, bah, je t'en prie, je vais arrêter le partage. Je vais pouvoir continuer quand même en attendant, pour continuer sur le cabinet. En fait, cabinet indépendant, comme je vous le disais, donc on a vraiment un suivi qui est sur mesure, qui est adapté à chaque client. On va pouvoir vous proposer des reportings réguliers en fonction de ce que vous préférez, de vos appétences en termes de suivi. Et ce qui vraiment fait la différence aujourd'hui par rapport à une banque privée, parce que j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà en banque privée. De un, ça va être les frais. On va être beaucoup plus compétitif. Mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a vraiment une multitude de supports, et les banques privées, elles se cantonnent souvent aux produits maison. Elles vont s'ouvrir à quelques sociétés de gestion, mais ça va être assez marginal par rapport à un conseil qui va être prodigué en cabinet indépendant. Donc, concernant notre clientèle, elle est bien sûr majoritairement française, mais on va également avoir une clientèle internationale. Donc, si vous avez une résidence fiscale enfin, plus simplement en Europe, sur l'Europe, on peut vraiment vous conseiller. Après, si c'est aux États-Unis, ça va être un peu plus problématique. Mais si vraiment vous êtes en Union européenne, on va pouvoir vous apporter des solutions. Alors aujourd'hui, concernant cette conférence, on va aborder certains points. Donc, comme vous le savez, on va aborder la nue propriété. On va voir qu'est-ce que la vente en nue propriété et comment s'en servir. On va ensuite voir la vente en nue propriété, qui est entre guillemets un nouveau viager. Dans quel cas spécifique, pardon, est-il judicieux de vendre en nue propriété? Ensuite, on va voir comment réinvestir le patrimoine liquide constitué, parce que j'imagine que ça, c'est une prédominante dans le pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. On va également voir sur quel placement investir. On aura également, enfin, on va aborder les règles en matière de transmission.
On va ainsi voir ensuite, comment optimiser les versements effectués après 70 ans. Et ensuite, on va finir sur quel fonds d'investissement investir. Donc, je vais laisser la parole à Vincent Ilouz, qui va déjà se présenter et il va aborder avec vous ce qu'est la vente en nue propriété et comment s'en servir. Alors, bonjour à tous. Ouais. On t'entend, on t'entend. Ouais. Alors, bonjour à tous. Je me présente, Vincent Ilouz. Je suis le nouveau directeur du département nue propriété et viager pour le groupe Vano. Et aujourd'hui, on va effectivement parler de la nue propriété, la solution de vente en démembrement, vous donner un peu plus d'informations concernant ce système et expliquer pourquoi elle est intéressante et judicieuse. Passer sur la diapositive suivante. Vincent, tu as passé la diapositive ou pas? Ouais, Non, ça je l'ai pousse. pas. Excusez-nous, on a quelques problèmes au niveau informatique aujourd'hui. Ça prend un petit peu de temps, mais si Vincent, tu peux. La voici, c'est C'est bon? formidable. Alors, C'est bon? Super. Ok. voilà, exactement. Et excuse-moi Vincent, avant que Non, je t'en tu prie. poursuives, deux sujets. La première, Vincent, est-ce que tu peux agrandir pour mettre en plein écran? Et autre sujet, vous pouvez également poser, on vous y invite d'ailleurs à poser toutes vos questions lors de ce webinaire et on y répondra à la toute fin. Donc n'hésitez vraiment pas à poser et vous avez l'option anonyme si vous voulez pas qu'on sache que c'est vous. Merci beaucoup. Je t'en prie, Vincent. Alors, je reprends. Alors, pour expliquer la nue propriété, déjà, on va partir sur les basiques de la nue propriété et expliquer déjà qu'est-ce que la nue propriété. Alors, vendre la nue propriété, c'est un type de transaction, ce qu'on appelle également le démembrement. Et pour comprendre la nue propriété, il faut savoir que la pleine propriété, c'est-à-dire détenir un bien, c'est trois choses. C'est d'un côté l'abusus. L'abusus, c'est un terme qui désigne en fait la possession, le fait de détenir, pouvoir vendre un bien. Il y a l'usus qui constitue le fait de pouvoir l'user, l'habiter, et il y a le fructus qui constitue le fait de pouvoir louer un bien, en tirer le fruit, et l'ensemble, ça constitue un mot qu'on connaît tous qui s'appelle l'usufruit. Donc on a l'abusus, l'usus, le fructus. Considérer la vente de nue propriété, en réalité, c'est vendre les murs, c'est vendre l'abusus. Donc on vend une partie de cette pleine propriété, la nue propriété, et on conserve un droit qui est l'usus et le fructus, on conserve l'usufruit. La vente de l'abusus, quelque part, de la nue propriété, constitue un prix, puisqu'elle a une valeur, et elle constitue un prix avec une décote, et c'est cette décote, c'est ce montant décoté qu'on va toucher lors de la vente de la nue propriété. Donc c'est une vraie opération de démembrement qui constitue de vendre une partie de son bien, de vendre les murs de son bien et d'en conserver une autre partie, à savoir le droit de l'habiter et le droit de le louer. Ce qui est l'inverse, en fait, enfin, ce qui diffère un petit peu de ce qu'on connaît du viager, qui constitue une chose un peu similaire, mais en face, on a juste la possibilité d'occuper le bien, mais on ne peut pas le louer. Donc ça, c'est vraiment la différence majeure entre la nue propriété qui nous intéresse aujourd'hui et le viager qu'on connaît déjà. Vincent, tu peux passer, je pense. S'il te plaît, Vincent, on va y arriver. Voilà. Alors, je parlais du viager. Alors, effectivement, le viager, c'est un terme qui est fait un peu peur, qui a mauvaise presse, alors qui existe depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, le viager, ça a une tendance à avoir un effet négatif avec les personnes, bien qu'il fonctionne toujours. Mais aujourd'hui, le viager, on le connaît par le fait de recevoir un bouquet, une rente sur une espérance de vie donnée, donc toute sa vie. La nue propriété par rapport au viager, c'est qu'en fait, on va avoir cette somme des côtés, mais on va toucher un bouquet unique, c'est-à-dire une somme d'argent unique. Donc, on va toucher plus d'argent que dans le cadre d'un viager, puisqu'il n'y aura pas toutes ces rentes, puisque les rentes sont déjà capitalisées et versées. Donc, quand on vend la nue propriété, on touche plus d'argent d'un coup. Et donc, c'est une solution un peu plus novatrice de parler de viager, puisque effectivement, on conserve des droits similaires, le fait de pouvoir rester dans son bien sa vie durant. Ça peut s'apparenter à du viager. Mais aujourd'hui, c'est une manière, on va dire, plus éthique, entre guillemets, de pouvoir vendre son bien tout en le conservant l'usufruit.
Et effectivement, aujourd'hui, avec l'allongement de la durée de vie et une conjoncture économique un peu complexe, avec la diminution des pensions de retraite ou des choses de ce style-là, ça permet de toucher effectivement de l'argent, de pouvoir améliorer son confort de vie. Et aujourd'hui, cette solution devient pertinente. Voilà. On peut passer à la suivante également. Je pense qu'il y a une petite latence, Vincent, c'est pour ça, entre chaque slide. D'accord, ok. Bon, je peux Vincent? continuer Là, en c'est bon. attendant, Oui, là, hein. c'est bon. Ouais, Je suis à la sinon, slide suivante. Ouais. Ah, ok, vas-y. Non, là, on est toujours sur le viager pour parler Ouais. sur la solution d'après. Ah, ça y est, je crois qu'on l'a. Alors, dans quel cas il est intéressant de vendre la nue propriété? Alors, à qui elle s'adresse, effectivement. Donc, la nue propriété, c'est un produit qui s'adresse plutôt de vendre à une clientèle senior. On s'explique, c'est une solution qui permet de pouvoir rester sa vie durant dans un bien. C'est-à-dire qu'on vend la partie des murs à une tierce personne et on conserve l'usufruit, donc on peut rester sa vie durant avec son épouse, ou on peut rester dans le bien. Donc ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Donc c'est plutôt un produit qui s'adresse à une clientèle senior désireuse de rester chez elle. Comme elle va percevoir cette somme d'argent, ça permet également aussi de pouvoir anticiper sa succession. Ça, c'est les avantages réels pour le vendeur, sachant le vendeur va pouvoir obtenir du cash tout de suite, de l'argent tout de suite. C'est vraiment les intérêts de ce type de transaction. Pour un acheteur, qu'est-ce qui est intéressant dans la nue propriété, c'est que ça lui permet d'acheter, évidemment, alors il peut emprunter de l'argent pour acheter ce bien, mais il va acheter un bien avec un prix décoté, correspondant à des loyers qu'il ne va pas percevoir sur une espérance de vie donnée. Il va y avoir une décote qui va être assez intéressante, de l'ordre de 30 à 40%. Tout dépend en fait de l'âge de la personne qui vend, mais en fonction, plus la personne est jeune, plus la décote est importante. Donc ça permet à l'acheteur de l'autre côté de pouvoir constituer un patrimoine immobilier de qualité, puisqu'on s'adresse quand même à des biens haut de gamme, hein, ce qui est l'ADN de Vano aujourd'hui, mais avec un prix décoté. Donc d'avoir des biens qu'on achète moins cher, qui à terme, lorsqu'on les récupérera, pourront être vendus avec des plus-values intéressantes. Donc il y a un côté très intéressant, c'est un deal win-win côté vendeur et acheteur, puis il s'agit principalement des ventes de résidences principales, donc c'est de toucher un bouquet non fiscalisé. On y reviendra par la suite, mais ça fait partie des avantages, en tout cas, de la nue propriété. Une question qui a Bien été sûr. posée, Vincent, c'est est-ce que la vente en nue propriété est irréversible? Alors oui, si on vend la nue propriété, on la vend à une tierce personne, donc elle devient propriétaire des murs. C'est compliqué de revenir en arrière et de dire « Ah non, je me suis trompé ». C'est un acte qui est réalisé chez un notaire, au même titre qu'une vente et une transaction classique. Donc on ne peut pas revenir en arrière quelque part. C'est une décision qui est mûrement réfléchie et choisie. Et j'ai une autre Une autre question, question, bien sûr. ouais, qui est dans le cadre d'un achat en famille, parents seniors, enfants majeurs, comment optimiser ce processus? Alors, il faut savoir qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est que souvent, on a constaté des biens familiaux où les parents ont déjà fait le démembrement, c'est-à-dire dans une optique de transmission, ils ont donné la nue propriété à leurs enfants tout en conservant l'usufruit. Donc ça, c'est une démarche qui a été faite familialement, et donc l'IFI, quelque part, est continué de payer par l'usufruitier. Maintenant, ces enfants, ils ont cette nue propriété dont ils sont propriétaires, nus propriétaires. Et aujourd'hui, il est possible, avec cette solution, de pouvoir la monétiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette nue propriété reçue, ils ne vont rien en faire dans l'absolu puisque les parents habitent dedans, mais ils peuvent la rendre liquide. Donc avec effectivement l'occupation de leurs parents, de l'usufruit de leurs parents, mais ce qui se passe de l'autre côté, c'est qu'eux, l'argent, ils peuvent le percevoir tout de suite. Donc l'utiliser à un moment où ils en ont besoin, donc le rendre liquide. Très bien, merci Vincent. Est-ce que ça répond aux questions? Ça y répond très bien. Bah, je te laisse poursuivre. Formidable. Et il y aura d'autres questions, mais on y viendra tout à l'heure. Alors, on va continuer sur la nue propriété et l'usufruit. Donc là, on parlait d'une solution qui s'adressait aux seniors. Alors les seniors, pourquoi? Parce qu'en avançant en vie, ils ont envie de rester chez eux. Et donc, dans ce cas-là, cette solution est très intéressante puisqu'elle permet de monétiser son bien immobilier
en argent liquide disponible et en restant chez eux. Donc ça, c'est la solution qui s'adresse aux seniors. Maintenant, il y a des solutions alternatives. Parce que l'idée, c'est de pouvoir continuer, nous, chez Evano, de proposer plus de solutions à nos vendeurs, pas se restreindre avec une seule solution. Et il existe des solutions d'usufruit temporaire. Alors là, ça s'adresse plus à des clients vendeurs plus jeunes, parce que comme je l'ai expliqué avant, plus on est jeune, plus la décote est importante sur le bien. Donc, pour parler d'usufruit temporaire, c'est-à-dire que le vendeur fixe lui-même les règles du jeu. Il va décider au moment de la transaction de dire, voilà, moi aujourd'hui, j'ai un projet potentiel, je préfère rester 5 ans dans ce bien. Je préfère rester 10 ans. Il va fixer à l'avance les règles du jeu. On va calculer le loyer potentiel de ce bien sur le nombre d'années et on va proposer à des investisseurs acquéreurs une solution qui va permettre de pouvoir acquérir le bien. Mais là, l'avantage, c'est qu'ils sauront exactement à quelle date, puisqu'elle est fixée, ils vont pouvoir récupérer le bien. Donc là, c'est une solution qui est intéressante, qui s'appelle une vente en nue propriété avec un usufruit temporaire, qui permet donc aux vendeurs de pouvoir rester dans son bien, ce qui est assez important, de pouvoir, par exemple, s'ils ont des enfants dans une école, se dire ils vont terminer leurs études avant qu'on fasse autre chose. Et là, ils peuvent rester dans le bien sur cette durée. Ils peuvent avoir du coup l'argent et plus de temps, pas de précipitation pour choisir une nouvelle résidence principale, dans le cas où ils ont revendu. Ils ne sont pas pressés de passer par une case de pré-relais. Ils ont l'argent, ils ont le bien, ils ont le temps. Donc ça aussi, c'est une manière, le temps, c'est aussi le confort et le luxe. Donc c'est une manière de pouvoir proposer cette solution. Évidemment, ils touchent le cash tout de suite, puisque le cadre de cette transaction est encadré en touchant l'argent à la signature. On revient toujours côté acheteur. L'avantage, c'est qu'il sait à quel moment il va retrouver la pleine propriété du bien, reconstituer de l'abusus, l'usus et le fructus sa pleine propriété, et toujours acheter décoté, puisque effectivement, comme il l'achète sur plusieurs années, il y a une décote appliquée, qui ne sera pas celle de l'âge, mais de la durée, et ça lui permet également d'acheter un bien. Alors, on peut imaginer ces solutions-là pour un acheteur qui aurait des enfants, qui voudrait faire une essai familiale, acheter des biens décotés, on a eu le cas à plusieurs reprises, pour leurs enfants. Donc, ils achètent des biens moins chers et un jour, potentiellement, ils sont propriétaires de biens qui ont une valeur bien plus nette, bien plus haute. Donc, voilà la solution de l'usufruit temporaire qu'on peut proposer en association à la solution de nue propriété classique sur un usufruit dit à vie, usufruit viager. Voilà. Suite à l'usufruit temporaire, on va parler de la slide suivante. Voilà. Pourquoi est-il intéressant de vendre en nue propriété? Alors, il y a des avantages, effectivement. La constitution de vente en nue propriété, c'est la manière de pouvoir vendre les murs de son bien. Alors, qui dit qu'on vend les murs de son bien, dit qu'on va se défaire quelque part des gros travaux qui vont être inhérents à son immeuble. Les murs, en fait, l'affaire des murs ne nous concerne plus lorsque l'on vend la nue propriété. Donc, par exemple, tout ce qui va être gros travaux, couverts, structures d'immeubles, ça ne va plus être à la charge de l'occupant de l'usufruitier, mais à la charge du nu propriétaire. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Pour un vendeur, pourquoi c'est intéressant aussi de vendre la nue propriété? Parce qu'en faisant cette opération-là, il peut anticiper sa succession. Il peut toucher de l'argent, rester chez lui. Il faut savoir qu'en France, on hérite en moyenne à 55-57 ans. Donc, l'argent que l'on perçoit aujourd'hui, on peut en faire des donations. On en reparlera plus tard, mais ça permet d'anticiper sa succession de son vivant et éviter des heurts futurs entre des enfants ou même entre des enfants et une femme d'un second mariage. Enfin, ça peut régler des solutions familiales également, ce qui est arrivé. C'est une solution intéressante, comme je l'expliquais auparavant, car elle permet de monétiser une nue propriété reçue en donation par des parents. L'argent, on peut le retransformer, cette nue propriété, en argent liquide. Et enfin, de pouvoir récupérer du capital immédiatement pour pouvoir avoir d'autres projets que Vincent nous expliquera par la suite de ce webinaire. Et enfin, toujours la solution principale. Pourquoi on applique cette solution de nue propriété? Parce que cette solution, elle permet de pouvoir rester chez soi. Et c'est principalement le but de ces opérations. Donc, plein de clients qui disent potentiellement un jour, je suis bien chez moi, je veux plus petit, mais ils ne sont pas prêts à déménager. Et avec cette solution-là, on leur offre la possibilité réelle de rester chez eux, soit sur la vie entière avec leur conjointe, ou soit, encore une fois, sur une durée temporaire. Voilà vraiment les deux axes importants de la nue propriété du démembrement. Je pensais illustrer cet exemple, enfin, la nue propriété, clairement, avec un exemple, pour parler d'un exemple que j'ai réalisé. Alors, il s'agissait d'un bien, un bien haussmannien, un bien à 3,5 millions d'euros, 3,5 millions, qui était du côté de l'avenue de Breteuil, donc un vrai beau bien familial parisien
comme on peut avoir l'habitude d'en vendre de chez Vano. Et ce bien était occupé par un couple d'octogénaires qui étaient d'anciennes professions libérales. Ça veut dire qu'ils avaient des retraites qui n'étaient pas flamboyantes. Et ils avaient, ce couple d'anciens médecins, ils avaient donc 3 enfants et 5 petits-enfants. Donc là, on se retrouve à la tête d'un bien qui vaut 3,5 millions. Ils ont 3 enfants, 5 petits-enfants. Potentiellement, donc, ils ont tous fait leur vie, hein, par les petits-enfants, mais évidemment, les enfants ont fait leur vie. Et là, on a une solution à leur proposer. La solution, c'est qu'on a vendu ce bien en nue propriété avec une décote. Ça fait 80 ans les deux, ça leur a donné une décote sur le bien, et on l'a vendu sur 2,4 millions. 2,4 millions, c'est la décote qui a été appliquée, donc c'est presque 1 million de décote, certes, mais ça leur permet de rester leur vie durant dans ce bien. Ils ont touché 2,4 millions, et ils ont fait des donations de leur vivant. Donc ils ont donné à leurs enfants et à leurs petits-enfants presque l'équivalent d'1 million d'euros, avec les différentes propositions que Vincent expliquera par la suite, mais on parle de 100 000 euros par parent, par enfant, c'est ce qu'on peut faire. Donc aujourd'hui, ils ont donné, en donnant sur cette somme-là, presque 1 million d'euros. Donc, et évidemment, on peut donner 31 000 euros par grand-parent, par petit-enfant, donc ça représentait une enveloppe d'1 million d'euros. Il leur restait malgré tout, après ça, 1,4 million. Et là, ils sont restés chez nous et ils ont proposé, et on leur a proposé avec Vano Gestion Privée de pouvoir investir cette somme. C'est ce qui vous sera expliqué par la suite. L'avantage de cette solution, c'est qu'évidemment, ils restent chez eux. Ils n'ont jamais envisagé d'aller ailleurs. Ils continuent à avoir ce grand et bel appartement qui leur permet de recevoir leurs enfants, leurs petits-enfants quand ils veulent rendre visite à leurs grands-parents. Donc ça, c'était un gros point. Les enfants ont récupéré de l'argent. Et alors, il y a eu une cerise sur le gâteau avec cette affaire, c'est qu'ils étaient dans l'IFI, en fait, à 0,8. Et en vendant la nue propriété, comme ils ont vendu à tiers, ils sont sortis de l'IFI. Donc cette solution, en fait, elle a permis un coût complet de transmission, de rester chez eux, de pouvoir continuer à utiliser leur appartement. Et si jamais ils devaient aller en maison de retraite, ce qu'on ne leur souhaite pas, mais ce qui pourrait arriver, ils ont l'usufruit. Donc, ils pourraient en plus louer cet appartement et en tirer les fruits des loyers. Donc, en fait, ils ont fait un coût complet qui permet d'anticiper sereinement la fin de leur vie. Et ils ont organisé par là même la dernière transaction de leur vie, mais en même temps en ayant tiré tous les avantages de cette transaction. Côté vendeur, vous le comprenez bien, l'appartement s'est vendu 2,4 millions, il a une valeur de 3,5 millions. Aujourd'hui, les appartements prennent de la valeur dans des endroits comme le 7e. En tout cas, ils n'en perdent pas. Donc, pour l'acquéreur, le jour où il le récupérera, ce sera un coût très intéressant sur le plan de la plus-value. Et cet argent, encore une fois, de 2,4 millions, comme il s'agissait de la résidence principale de nos vendeurs, il était sans aucune fiscalité. Donc, c'est de l'argent qui sont touchés net dans leur poche. Voilà, donc ça, c'est une solution typique qui explique la nue propriété et qui rend clair la démarche. Merci beaucoup pour cet exemple, Vincent. Alors, il y a une Mais vous en personne prie. qui doit partir et du coup, elle a quand même une question avant de partir. C'est s'il n'y a pas de vente en nue propriété. Alors, attends, excuse-moi. Il n'y a pas de vente en nue propriété si le vendeur ne souhaite pas rester chez lui. C'est une question. Si le vendeur ne souhaite pas rester chez lui, c'est-à-dire Alors, en gros, la personne demande si c'est uniquement si la vente est uniquement en nue propriété, si le vendeur souhaite rester chez lui. Est-ce que si un non, la nue vendeur qui ne souhaite pas propriété, rester non, chez lui, voilà. non, il peut vendre la nue propriété. Après, l'usufruit, il le conserve. Il y a même des gens, enfin, il y a même des promoteurs immobiliers qui vendent la nue propriété de leurs biens à des tierces personnes. Et l'usufruit qu'ils ont, ils peuvent le vendre également à d'autres personnes. Je veux dire, après, ce sont des droits, réels. Donc, s'il ne veut pas y rester, il n'y reste pas. Mais dans ce cas-là, s'il n'y reste pas, pourquoi il vendrait la nue propriété? Autant faire soit un viager libre, s'il a vraiment envie de tirer des rentes tous les mois, Mm. ou autrement, l'autre solution, c'est de le vendre tout simplement en pleine propriété. Et chez Vano, on est bien équipé pour pouvoir vendre les appartements également en libre. Donc, c'est un Tout à service fait. vraiment complémentaire à la pleine propriété. Mm. Mais l'avantage, c'est d'avoir la possibilité de rester chez soi, qui est quand même Donc c'est quand la même bien concession mieux sur le prix, optimisé. c'est un C'est vrai quand même luxe bien de mieux pouvoir rester optimisé chez soi aujourd'hui. lorsque le vendeur souhaite rester chez lui. Après, tout Euh, dépend. Encore une fois, les promoteurs peuvent le faire mm, et à juste raison. Donc, mm. Bah, est-ce merci. qu'il y a d'autres questions?
Non. Alors, il y en a d'autres pour toi, mais Il y en aura on d'autres les pour après, abordera à tu la restes fin là pour répondre après. Avec plaisir, bien du sûr. webinaire. Et Je te je vais laisse laisser la continuer, parole Vincent. maintenant à Vincent Coumance, qui va plus parler solutions, donc comment investir du coup le cash récupéré. Donc Vincent, je t'en prie. Merci Antoine. Bonjour à tous. Alors l'objectif pour moi va être de vous montrer comment allier le métier de l'immobilier avec la gestion de patrimoine, parce qu'il y a un sujet clé qui revient lorsqu'on vend en nue propriété. Le point clé, c'est souvent l'optimisation de la transmission de son patrimoine. Donc, Vincent en a parlé en prélude. Le premier aspect, ce sont les donations et donc la transmission de son patrimoine de son vivant. Donc, je rappelle qu'il existe deux types de donations, des dons manuels de sommes d'argent, l'article 757 du Code général des impôts, donc, qui permet de bénéficier d'un abattement de 100 000 euros par parent, par enfant tous les 15 ans, et également de 31 865 euros par grand-parent, par petit enfant. Donc c'est pour ça que dans l'exemple précédent, les donateurs, donc ceux qui ont vendu la nue propriété du bien, ont pu donner quasiment 1 million d'euros à leurs enfants et petits-enfants. Au-delà de cette donation-là, il y a également la possibilité de donner des sommes d'argent d'un maximum de 31 865 euros par parent ou par grand-parent, par enfant ou petit enfant. Donc ça, c'est l'article 790G du Code général des impôts. Donc dans cette donation-là, il y a deux conditions qui sont néanmoins à respecter. C'est que le donateur, donc celui qui donne l'argent, doit être âgé de moins de 80 ans et le donataire doit avoir plus de 18 ans. Donc, on peut allier ces deux types de donations et donc donner un maximum de capitaux. Je rappelle également, et c'est quelque chose qu'on oublie de temps en temps, il y a deux types de donations. Il y a la donation partage qu'on fait chez le notaire et il y a une donation qu'on dit simple. Donc la donation partage, je vous rappelle que les valeurs données sont figées au moment où est effectuée la donation. Alors que quand on effectue une donation simple, les sommes données vont être réévaluées au moment le jour du décès de celui qui a donné les fonds, donc le jour du décès du donateur, et donc ces sommes-là vont être rapportées à la succession. Donc en fonction des objectifs de chacun, on va définir quel type de donation on met en place, et souvent on va plutôt recommander une donation partage. Avant que tu continues, Vincent, il y a une personne qui demande si la loi 790G, c'est ce qu'on appelle la donation Sarkozy. Exactement, c'est communément appelé la donation Sarkozy. Alors, en termes de placement, et ça va pas être une surprise pour vous, on va faire aujourd'hui un focus sur le contrat d'assurance vie, parce que c'est le placement privilégié pour optimiser la transmission de son patrimoine. Alors évidemment, le contrat d'assurance vie, vous le connaissez tous, mais on va vous inclure des stratégies patrimoniales pour des versements qui sont effectués après 70 ans. Donc, lorsqu'on a un contrat d'assurance vie, il y a deux éléments qui sont clés. C'est d'une part l'âge du souscripteur au moment de son versement et également la nomination des différents bénéficiaires. Car quand vous ouvrez un contrat, vous nommez les bénéficiaires de vos choix. Donc, je rappelle les règles en matière de transmission. Lorsque vous effectuez un versement avant 70 ans, vous bénéficiez d'un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire en cas de décès. Au-delà, jusqu'à 852 500, l'imposition, elle est de 20% et de 31,25% au-delà de ces 852 500. Les sommes qui sont versées avant 70 ans ne vont pas rentrer dans la masse successorale et dans le calcul des droits de succession. Donc, avant 70 ans, l'ensemble des sommes vont avoir ce calcul qui est spécifique et qui ne rentre pas dans le calcul des droits de succession. Après 70 ans, les règles sont différentes, puisqu'il y a un abattement de 30 500 euros, mais pour l'ensemble des bénéficiaires. Mais au-delà, ce qui est important de savoir, c'est que ce sont uniquement les primes versées qui vont rentrer dans la masse successorale. Donc, premier point, quand on parle des bénéficiaires du contrat, nous, ce qu'on remarque au sein de Vano Gestion Privée, quand on effectue un bilan patrimonial et qu'on demande qui sont les bénéficiaires du contrat, on remarque énormément de clauses bénéficiaires standards. Alors, qu'est-ce qu'une clause standard? C'est la clause classique où on définit comme bénéficiaire
le conjoint survivant et à défaut les enfants. Donc, imaginez le scénario, une personne a versé avant ses 70 ans, elle décède à ses 80 ans, le conjoint survivant a aussi plus de 70 ans, récupère les fonds, et là, si elle veut optimiser la transmission pour les enfants, ben c'est trop tard puisqu'elle a plus de 70 ans. Donc, déjà, si vous avez une clause bénéficiaire standard, et si vous avez des enfants, elle est potentiellement à modifier en fonction des besoins de chacun. Ça, c'est le premier point. Ensuite, Vincent, oui, juste une question avant que tu poursuives. Une personne demande, peut-on donner l'usufruit à ses enfants alors qu'on leur a déjà donné la nue propriété? En fait, si on n'a plus besoin de cet usufruit-là. Bah, c'est pas trop ce qui est prévu. Alors après, je pense qu'il doit y avoir certainement des possibilités pour faire des montages, mais ça revient à donner une pleine propriété quelque Oui, part d'un exactement. appartement. C'est la pleine Donc, propriété, en fait. c'est donner la propriété, enfin, c'est donner un, oui, c'est reconstituer quelque part toute la propriété du bien. Donc, techniquement, oui, Mais oui, on c'est peut. possible. Vincent Coumans, je te oui, laisse poursuivre, merci. excuse-moi. Désolé, hein. Non. Alors, comment À toi. optimiser Alors, la question qu'on va se poser, c'est comment optimiser les versements qui sont effectués après 70 ans. Donc, comme je vous l'ai expliqué, ce ne sont uniquement les primes versées qui vont rentrer dans le calcul des droits de succession au-delà d'abattement de 30 500. Donc, si on lit le texte de loi de façon différente, ben, on remarque que les plus-values générées sont exonérées de droits de succession. Donc, typiquement, une personne qui investit après 70 ans, qui nomme par exemple ses enfants en tant que bénéficiaires, au sein d'une allocation qui est globale avec ces contrats qui sont souscrits et dont les versements ont été effectués avant 70 ans, on placera plutôt des actifs plus risqués sur le contrat après 70 ans. Ces contrats, si le profil de risque de la personne le permet, ce qui permettra finalement d'avoir un maximum de plus-value exonérée. Je vous donne un exemple spécifique, l'exemple justement des clients dont on parlait tout à l'heure, parce que à la suite de la vente en nue propriété de leurs biens, il leur restait 1,5 million à placer. Donc l'objectif, c'était pour le conjoint survivant qui puisse continuer à bénéficier de revenus complémentaires, mais également d'optimiser la transmission et de nommer les enfants en tant que bénéficiaires. Donc, l'autre conseil, ça a été la souscription de 2 contrats. Un premier contrat destiné uniquement pour les revenus complémentaires du couple. Donc, c'est un contrat où des rachats partiels sont effectués tous les mois, qui sont directement versés sur le compte courant des souscripteurs. L'autre contrat sert uniquement à la capitalisation pour générer le maximum de plus-value. Et je vous montre après pourquoi c'était plutôt judicieux d'ouvrir 2 contrats plutôt qu'un seul. Donc nous, l'hypothèse prise en compte, c'était son espérance de vie, donc il restait 15 ans, et une espérance de rendement autour de 3% par an. Donc pour un contrat très prudent. Donc 750 000 euros d'investissement par contrat, et donc ils avaient besoin de 4 500 euros de revenus complémentaires tous les mois. Donc au bout des 15 ans, sur le premier contrat, sur lequel ils effectuent les rachats partiels de 4 500 euros, il reste que 100 000 euros. Par contre, sur le deuxième contrat qui a capitalisé, il y avait 1 100 000 euros. Donc finalement, sur le deuxième contrat, si on soustrait 1 100 000 de la somme versée, on voit qu'il y avait 350 000 euros de plus-value. Et donc ces 350 000 euros sont exonérés de droits de succession. Si le client, par exemple, avait souscrit un seul contrat, il aurait investi 1 500 000 sur un seul contrat, aurait effectué ses rachats partiels programmés. Et donc, au bout des 15 ans, il n'aurait resté que 1 200 000. Et donc, il n'aurait pas eu d'exonération de plus-value parce que quand on calcule la plus-value chez le notaire, il prend vraiment prime versée et ce qui reste sur le contrat. Donc, c'est un type d'optimisation patrimoniale qu'on peut mettre en place pour justement optimiser le capital transmis.
Vincent, une personne demande si on a l'obligation, suite à une vente, pardon, en nue propriété, s'ils ont l'obligation en fait de réinvestir l'argent issu de cette vente ou s'ils Absolument peuvent en pas. jouir comme ils veulent. Absolument Non, pas, non. parce que c'est une solution. Non, absolument pas. C'est une solution qui permet d'améliorer son confort de vie, de pouvoir faire des donations de son vivant. C'est pas, on a vendu sa société, il faut réinvestir le cash. Non, non, pas du tout. On peut profiter de cet argent, justement. Ce que je disais, c'est que la conjoncture des pensions de retraite qui s'amenuisent, l'allongement de la durée de vie, fait que les gens ont envie d'avoir plus d'argent pour pouvoir vivre mieux aussi. Donc, non, non, c'est de l'argent qu'on peut réutiliser. Alors, moi, j'ai eu plein d'exemples, des gens qui ont vendu pour aider leurs enfants financièrement dans des projets, ou alors pour tout simplement faire des voyages ensemble, se prendre un abonnement à l'Opéra de Paris, chose qu'ils ne pouvaient peut-être pas forcément faire avant et qui pouvait coûter un peu d'argent. Donc c'est vraiment une démarche pour pouvoir vivre mieux, améliorer son quotidien Au quelque part aussi. quotidien, ouais. Oui, absolument. Oui, et ici, dans le cadre de cet exemple, ils ont réinvesti parce que d'une part, ils voulaient optimiser au maximum le capital transmis, et deuxièmement, ils voulaient que finalement, ils n'avaient pas un autre achat immobilier ou d'autres achats directement effectués. C'est pour ça qu'ils ont réinvesti pour avoir des revenus complémentaires, mais quand même que ça suive au moins l'inflation qu'on a en France. Donc c'était ça l'objectif de ces clients-ci. Mais oui, il n'y a aucune obligation de réinvestir les fonds par la suite. Tout à fait. Alors, je conclus avec quel type d'investissement on va conseiller euh, au sein du contrat d'assurance vie, et c'est ça qui va être aussi très important et qui différencie un contrat d'assurance vie auprès d'une banque ou d'un autre assureur ou d'un cabinet comme le nôtre. Évidemment, l'allocation est différente, c'est client à 70 ans ou 80 ans, puisque l'horizon de placement ne va pas être le même. Donc typiquement, le placement sécurisé par excellence, c'est le fonds euro, le support qui est garanti en capital, ou encore maintenant, on a des offres bonus qui permettent d'avoir un rendement net estimé autour de 4%. Donc les assureurs veulent collecter un maximum sur le fonds euro, donc ces offres bonus sont assez attrayantes et c'est des bonus qui sont disponibles à la fois pour l'année prochaine et l'année d'après, donc c'est plutôt attrayant. Ensuite, on a en solution sécurisée, on a encore des produits à capital garanti, ce qu'on appelle des produits structurés, ce sont des fonds à formule, donc qui ont des objectifs de 6 voire plus de rendement annuel. Donc là, ce produit-là peut être bloqué pendant un certain temps, donc c'est pour ça qu'on conseille plutôt pour des personnes qui ont 70, 75 ans, mais pas pour des personnes qui sont plus âgées de par cette durée de blocage. Mais bon, on peut avoir des rendements intéressants pour une solution qui, à nouveau, est sécurisée. Enfin, et c'est ce qu'on met aussi beaucoup en avant, c'est les fonds obligataires. Une obligation, c'est un État qui s'endette et qui émet de la dette ou une entreprise qui émet de la dette. Donc là, on peut avoir des échéances autour de 3 à 5, 7 ans qui permettent de cristalliser un rendement, profiter des taux qui sont encore élevés, même si les taux ont commencé à diminuer, mais les taux sont encore plus élevés qu'il y a quelques années. Et donc, on cristallise un rendement pendant quelques années, donc ce qui permet de bénéficier d'un rendement additionnel assez intéressant, en plus du fonds euro et potentiellement d'un produit structuré. Donc, évidemment, chaque allocation dépend du profil de risque de la personne et de la situation. Donc, il n'y a pas de solution standard, c'est que des solutions personnalisées et on analyse évidemment votre situation en détail pour vous conseiller au mieux par la suite. Merci beaucoup, Vincent. D'ailleurs, je vais commencer parce que j'ai deux questions qui vont être orientées pour toi. Vincent commence. Et Ouais. ensuite, j'aurai des questions pour toi, Vincent Hilous. Très bien. Alors, donc, la première, Vincent commence. Donc, dans le cas d'une SCI qui possède un seul bien, pour vendre la nue propriété, faut-il démembrer les parts de la SCI? Alors, pour la SCI, oui, il faut effectuer un démembrement des parts de la SCI, en effet. Je te lis une autre question. Compte tenu de la situation des comptes publics, avoir de l'épargne financière n'est-il pas très risqué, prélèvement forcé sur l'épargne privée, comme cela a été le cas après la faillite de l'Argentine ou plus récemment de la Grèce?
Oui, alors c'est une question qui revient souvent. Euh, Au niveau français, on a la loi Sapin qui a été introduite pour justement protéger les compagnies d'assurance en cas de risque de faillite, donc qui permettent de bloquer temporairement les rachats sur du fonds euro de compagnies d'assurance, par exemple. Donc, ils ont juste 3 mois et 3 mois renouvelables où potentiellement ça peut être bloqué. Après, quand on regarde les compositions, ça c'est plutôt un avis personnel, mais quand on regarde la composition des fonds euros, on a on a des obligations françaises, mais des obligations étrangères également. Et après, en ce qui concerne les fonds d'investissement, c'est pas spécifique aux différents fonds d'investissement, que ce soit les fonds obligataires, actions, etc. Autre chose, au niveau des fonds propres, des compagnies d'assurance avec qui on travaille, par exemple, les fonds propres sont à des niveaux euh, très acceptables, hein. C'est-à-dire que depuis la crise qu'on a eue en 2008, les normes pour le secteur bancaire avec BAL 3 et BAL 4 récemment et Solvency 2 pour les compagnies d'assurance ont quand même renforcé la protection pour les investisseurs finaux. Merci beaucoup, Vincent. Alors, je vais poser donc plusieurs questions maintenant à Vincent Ilouz, si Oui, tu veux bien. Donc, tout à l'heure, alors, la question, c'est quel est le profil des acheteurs? Parce qu'en fait, tout à l'heure, tu évoquais les acheteurs, tu disais que c'était pour avoir bien bénéficié en sûr. tout cas d'une décote. Et du coup, Alors, si tu peux parler un peu j'en ai du... évoqué déjà un profil, c'était le profil d'une personne qui a des enfants en bas âge, par exemple, et qui peut acquérir des biens avec une décote, justement, en SCI pour ses enfants. Ça, typiquement, ça peut être un profil d'investisseur. Euh, des gens qui ont des family office également, hein, qui achètent des biens, on s'adresse quand même à des biens plutôt des biens de qualité, des biens haut de gamme. Donc il y a aussi cette typologie-là. On travaille également avec des institutionnels, hein. Il y a aussi des fonds d'investissement spécialisés dans l'acquisition de propriété. On a des biens privilégiés avec eux qui nous permettent de proposer aussi des solutions rapides avec des fonds d'investissement qui ont déjà l'argent disponible pour pouvoir les financer. Donc, on a vraiment une typologie d'acheteurs qui est multiple, aussi bien du particulier pour pour sa famille, qui veut acheter pour sa famille, des family office qui font des investissements groupés, des gens qui achètent en club deal aussi ce type d'opération, et des fonds d'investissement. Donc, on a vraiment toute la possibilité, toute la panoplie des acheteurs potentiels pour la nue propriété. Ok, donc merci. Une autre question. Alors, l'exemption sur plus-value de résidence principale est-elle aussi applicable dans le cas d'une Aux vente en nue résidences propriété? secondaires. Ah, en Non, résidence sur une secondaire? vente en nue propriété. Ah ben bien sûr, la vente de la nue propriété de sa résidence principale. On reprend l'exemple de cet appartement qu'on a vendu, qui valait 3,5 millions, qu'on a vendu 2,4 millions. Les 2,4 millions qu'ils ont touchés, il n'y a pas de plus-value par rapport s'ils l'avaient même acheté 1 million à l'époque. Je veux dire, les 2,4 millions rentrent dans leur poche. C'est leur résidence principale. L'argent revient sans plus-value. Merci. Alors, j'ai Donc, une autre en question. résidence secondaire, si Ah, je peux pardon, répondre je t'en prie. éventuellement, Ouais, vas-y. il y a une plus-value qui s'applique effectivement sur une résidence secondaire par rapport au prix de l'acquisition et au prix de la sortie. On ne se basera jamais sur le prix de la valeur vénale, la valeur libre, pour calculer une éventuelle plus-value sur une résidence secondaire. Ce qui veut dire que la plus-value ne va pas être non plus colossale dans le cadre d'une revente d'une propriété d'une résidence secondaire. Merci. Donc, Je te autre laisse poursuivre. question. Le calcul de la valeur économique en fait de l'usufruit temporaire ou viager est-il le même quel que soit l'organisme vendeur? Alors, le calcul de la décote, quelque part, il est codifié par rapport à l'âge. C'est-à-dire qu'il y a des barèmes hein, que les gens connaissent, hein, il y a des barèmes qu'on utilise qui vont dire à tel âge, la décote est de temps. Alors après, on peut faire un calcul plus rationnel qui dira, bon, j'ai un bien aujourd'hui, le loyer constituerait une certaine somme, un loyer annuel sur un nombre d'années, parce qu'il y a une espérance de vie, hein, comme un actuaire d'assurance, sur un certain nombre d'années, peut être considéré comme le manque à gagner pour l'acquéreur. C'est-à-dire l'acquéreur achète un bien, il aura ces loyers-là, comme l'usufruit n'est pas est laissé au vendeur, il pourrait se dire, bon, bah, cet argent-là, je ne l'ai pas, donc ça constitue aussi la décote. Et là, on parle d'une méthode de calcul par capitalisation, quelque part, de loyer. Donc, on a deux types de lecture et en général, on s'aperçoit même que dans la manière de calculer par les actuaires et par les barèmes et par la capitalisation des loyers, on n'est jamais vraiment loin si on parle à quelques dizaines de milliers d'euros près. Ok.
Très clair, merci. Dernière question, Vincent. Après, on a d'autres questions, mais qui sont un peu trop, comment dire, particulières. Enfin, c'est vraiment à des situations propres et assez rares, notamment sur Ah, on peut certaines m'envoyer des fiscalités. mails aussi s'il y a des questions un peu Et spécifiques. exactement, j'allais vous Je répondrai inviter à là-dessus. soit contacter, si ça Ouais. concerne le financier, vous contactez Vincent Coumans, on vous remettra les adresses mail tout à l'heure, ou Vincent Ilouz sur la partie nue propriété. Et Vous pouvez n'hésitez pas à m'appeler prendre ou on peut rendez-vous, m'écrire il par sera mail, ravi absolument. d'échanger avec vous. C'est génial. D- alors donc, Je vous dernière écoute pour la question. question. C'est comment est fixé le prix de la nue propriété? Et plus globalement, peut-il être fixé librement par le vendeur? Alors déjà, dans toute vente, on peut tout fixer, hein. C'est Un ça, agent immobilier, on peut lui dire mon appartement, l'agent immobilier peut dire ça vaut 2 millions et puis le vendeur va vous dire bah moi j'estime qu'il en vaut 5. Si on veut le mandat, on va lui dire bah non, ça vaut 2, on va pas se fâcher, on va lui dire bah écoutez, on va le prendre à 5 et puis on va attendre. Quelque part, on a un rôle de conseil. J'ai un rôle de conseil dans une stratégie patrimoniale, dans une stratégie de vente. Donc, si les vendeurs, c'est comme dans tout, hein, le prix, il faut qu'il soit cohérent. Donc moi, j'ai un rôle de conseil qui est de dire, avec des raisons et factuellement, aujourd'hui, le prix, et c'est là où on s'appuie aussi sur l'expertise des agences du groupe Vano, c'est qu'on sait quels sont le prix des appartements dans les quartiers de Paris. Ça là-dessus, on n'a aucun doute là-dessus. Donc on peut partir d'une valorisation de la valeur libre, et derrière, on va appliquer la décote. Donc moi, je vais le recommander. Après, si la personne me dit, ah, mais moi, c'est pas assez pour vivre, eh ben, comme dans tout, il y aura une négociation. Je veux dire, on pourra partir d'un prix et on pourra négocier. Le but, c'est de s'accorder sur la chose et le prix. Donc, on va faire une recommandation à suivre idéalement. Si on veut essayer plus haut, rien n'empêche d'essayer plus haut. Mais encore une fois, c'est un marché d'acquéreurs, d'investisseurs. Un investisseur, par définition, il calcule. Donc, il va forcément avoir la même grille de lecture. Et si on ne s'est pas trompé dans la valorisation de base et dans la valorisation de la propriété, la vente, elle va se faire. Il n'y a aucun doute. merci. Voilà. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Vincent Ilouz, d'avoir bien voulu participer au webinaire sur Mais avec plaisir. ta Merci de spécialité, la m'avoir nue invité. propriété. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, on va fournir, en tout cas, produire du contenu environ une fois par mois. Donc, vous aurez une conférence en ligne. Vous pouvez, comme je vous le disais tout à l'heure, contacter l'un des deux conseillers. Donc, vous avez nos coordonnées qui s'affichent là normalement sur votre écran. Et pour répondre à une question tout à l'heure, vous aurez un replay de la conférence. Donc, s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez, vous souhaitez revenir, vous aurez la possibilité de regarder à nouveau la conférence. Donc, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. En tout cas, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir, très bonne journée.